الشر ومالك منا خود باهر وارحل عنا وشرعيتك سقطت عنا ويلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار ويلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار ويا بشار ويا كذاب وتقرب انت وهالخطاب الحريه صارت على الباب ويلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار ويلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار ويا بشار ويا كذاب وتضرب انت وهالخطاب الحريه صارت على الباب ويلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار ويلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار ويا ماهر ويا جاباني ويا عميل الامريكاني الشعب السوري مدين هان ويلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار ويلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار ويا ماهر ويا جابان ويا عميل الامريكاني الشعب السوري مدين هان ويلا ارحل يا بشار. Nous étions 4 copains à écrire sur les murs. Ils ont été arrêtés, pas moi. J'ai réussi à m'échapper, je ne les ai jamais revus. Ils sont arrivés à l'école et ils m'ont arrêté. Ils m'ont frappé et traîné en dehors de l'école. Ils m'ont poussé dans leur voiture en me donnant des coups de crosse dans le dos. J'ai eu très mal. Il y a eu 2 morts parmi nous. Hamza El-Khatib et Omar, c'étaient mes copains. La sécurité militaire les a enlevés, les a jetés en prison et les a assassinés. Parfois, je me demande si tout ce qui est arrivé en Syrie n'est pas de ma faute et celle de mes camarades. Puis je me dis, non, nous n'avons pas provoqué toute cette destruction. C'est Bachar el-Assad et ses hommes qui en sont la cause. C'est la faute du régime. Sur les murs d'une école à Deraa, au sud de la Syrie, une poignée de gamins écrivent ces mots. Liberté, Bachar dégage, Syrie libre. 3 phrases qui mettent le feu à un pays. La Syrie bascule dans la guerre civile. Déjà 2 longues années et 5 mois, et c'est toujours au cri d'Allah est grand et dégage Bachar que l'on s'entretue. Une guerre civile responsable déjà de plus de 100 000 victimes, en majorité civiles. Dans cette ville coupée en 2, les combats ont lieu de rue à rue, d'immeuble à immeuble, de fenêtre à fenêtre. Je me demande où sont partis les habitants de ces chambres profanées. Il ne reste que des ombres, des fantômes et des hommes en armes. La révolution a éclaté à Deraa, mais partout nous étions prêts à exploser. Après avoir vu ce qui s'est passé en Égypte, en Tunisie et en Libye, nous attendions juste la première étincelle. Et quand les mômes de Deraa ont allumé la mèche avec leurs cris contre Bachar el-Assad, on s'est dit, si ces mômes n'ont pas peur, nous ne pouvions pas continuer à vivre la peur au ventre. C'est ainsi que l'on s'est lancé. Les adultes ont encore la trouille. Ils ne croient plus pouvoir vivre libre. C'est une révolution de jeunes. J'espère qu'elle aura raison de la dictature. Toutes les révolutions ont leur légende. Celle de la révolution syrienne commence à Deraa, la ville du sud à l'école numéro 40. Ici, en février 2011, des enfants taguent, comme pour une farce, des graffitis sur les murs de leur école. Les graphes disent liberté, Bachar dégage et Syrie libre. La police et l'armée ont recouvert d'un voile noir les mots interdits des enfants. J'ai l'impression que la guerre s'est invitée dans l'école pour les punir.
Je me demande inquiète que sont devenus tous ces sourires. Tous ces enfants sont-ils encore en vie? Il est interdit dans un pays comme la Syrie d'être un individu, d'avoir sa propre empreinte, sa propre personnalité. Tout le monde doit applaudir, s'habiller, rire de la même façon. Hafez al-Assad a visité la Corée du Nord en 1972. Il y a découvert un formidable dispositif d'oppression, un système qui dépersonnifie les gens. Il y a vu près d'1 million d'enfants en uniforme applaudissant à l'unisson. Il a importé cette expérience dans nos écoles primaires. En Syrie, les murs des écoles sont hauts de 3 mètres. On a l'impression d'être à la Bastille. C'est à l'école que Hafez el-Assad et Bachar, son fils, bâtissent les fondements de leur dictature. Pendant 40 années, tous les matins, des millions d'enfants en uniforme doivent jurer fidélité à leur président. Celui qu'il faut appeler avec respect, père. Le 19 février 2011, les chants de louange au président Bachar s'éteignent. Influencés par toutes ces images du printemps arabe que diffusent YouTube et toutes les télévisions, une poignée d'enfants âgés de 10 à 15 ans peignent sur les murs de l'école numéro 40. Je comprends que pour les enfants, écrire sur les murs ressemble à un jeu. Mais un jeu dangereux car leurs tags disent liberté, Bachar dégage et Syrie libre. Des mots interdits dans la Syrie de Bachar el-Assad. Alors il faut punir les enfants. Le 21 février 2011, le gouverneur de Dera, cousin de Bachar el-Assad, envoie ses nervis, les terribles mukhabarat, les services de sécurité. En quelques instants, 15 enfants disparaissent, certains arrêtés à l'école, dans la rue ou encore chez eux. Aux familles qui viennent réclamer la libération de leurs fils, le gouverneur répond avec violence et mépris. Oubliez vos enfants et envoyez-nous vos femmes, nous leur en ferons d'autres. La réponse sinistre du régime fait descendre les pères, déshonorés, crier leur colère dans les rues de Dera. La répression est immédiate, implacable et sauvage, mais rien ne peut stopper ce qui déjà est une révolution. Les premiers enfants de la révolution que je retrouve, Haytham et Moussa, vivent aujourd'hui près de Paris. C'est là, avec leurs parents, opposants menacés de mort, qu'ils ont trouvé refuge et asile politique. Ces images sont celles du 19 mars 2011. On célébrait les funérailles de 2 martyrs tombés la veille. Cela s'est transformé en manifestation. L'image est au cœur de cette révolution. Tout le monde se filme avec son téléphone. Ici, au premier rang de la manifestation, Moussa et Haytham, les fils du prof de maths, s'époumonent à hurler « Liberté, liberté ». Au cours de cette manifestation, sans aucun avertissement, sans sommation, sans même avoir tiré en l'air, ils ont ouvert le feu sur la foule. 2 martyrs sont tombés. Mahmoud Jawabra et un autre homme de la famille, Ayash. Il y a eu également 4 blessés. Et là, bien sûr, sous le coup de la terreur, nous nous sommes dispersés. Nous sommes le 18 mars 2011. La fête se termine en un bain de sang. Les morts tombent et la presse est absente. La seule arme des manifestants, les téléphones. Ces terribles images vont embraser toute la Syrie. Homs, Alep, Dera. Le point de non-retour est atteint. Regardez, ce sont des images tournées dans le centre de Dera. Ce gamin de 7 ans a été pris pour cible par l'armée. Les soldats lui tiraient dessus et un jeune homme a bravé les balles pour lui porter secours et il l'a mis à l'abri. Vous vous rendez compte? Des soldats qui tirent sur un gamin. Comme nous étions nombreux, nous nous sentions plus forts que le régime. Nous n'avions plus peur. Nous ne voulions plus reculer. Vous savez,
Il y a une époque où on disait « les murs ont des oreilles ». Mais là, on n'avait plus peur. Il y avait eu des morts, des amis à nous étaient tombés. On ne craignait plus rien pour notre vie. On voulait la chute de ce régime. Et il y avait tous ceux qui voulaient venger la mort d'un père, d'un frère, d'une mère, d'une sœur, d'un fils. Les portraits de Bachar arrachés, morts de la poussière, comme ceux avant lui de Ben Ali le Tunisien, d'Hosni Moubarak l'Égyptien et de Muammar Kadhafi le guide libyen. Le portrait du dictateur s'embrase, mais ce sont les flammes de l'enfer qui dévorent Dera la rebelle. Alors les enfants et leurs familles doivent prendre le chemin de l'exil. Le pays le plus proche de Dera la Syrienne, c'est la Jordanie. J'atterris à Amman, la capitale, point de départ de ma recherche. Ils sont 500 000 réfugiés syriens à avoir passé la frontière pour trouver refuge dans les villages jordaniens. Tout Dera et sa région se sont déversés en Jordanie. Avec quelques noms et des adresses imprécises en poche, direction le nord vers les villages jordaniens à la recherche des enfants de Dera. Comment les retrouver? Ceux que j'ai contactés ont peur de me parler. Tous craignent les représailles. Les hommes de Bachar, dit-on, se sont infiltrés en Jordanie pour pourchasser les opposants. Mon premier contact vit maintenant à Zarqa, un village sur la route de la frontière. Il s'appelle Abdallah et depuis 2 ans, il n'a pas ouvert un livre. Ses derniers jours de classe étaient les premiers de la Révolution. Abdallah avait 9 ans aux premières manifestations de Dera. Aujourd'hui, il en a 11 et dans l'exil, il est devenu soutien de famille. Les réfugiés n'ont pas de permis de travail, mais Abdallah s'est fait embaucher pour 2 € par jour. Un salaire de misère, une bonne affaire pour le patron. Nos camarades de l'école 40 sont venus nous dire « Venez avec nous, on va taguer sur les murs. » Alors on a tagué. Les professeurs voulaient absolument que l'on se dénonce les uns les autres, mais on ne l'a jamais fait, même quand la police est venue nous interroger. On a refusé de chanter à la gloire de Bachar. Le directeur devenait furieux. Il nous disait « L'armée va venir vous arrêter ». Mais on n'avait plus peur. Quand on s'est mis à les narguer avec nos manifestations, ils se sont mis à nous tirer dessus. Ils ont arrêté quelques-uns d'entre nous. Ils leur ont même arraché les ongles. Il y a eu 2 morts parmi nous. Hamza El-Khatib et Omar, c'étaient mes copains. La sécurité militaire les a enlevés, les a jetés en prison et les a assassinés. Hamza El-Khatib avait 13 ans quand il est arrêté et torturé. À revoir ce corps martyrisé, je voudrais hurler. Je comprends que ce cadavre de môme supplicié est un terrible message adressé à tous les Syriens. Tel sera le sort de celui qui aura l'audace de s'opposer au président Bachar. Quand j'ai vu les images à la télévision, j'ai eu beaucoup de chagrin. C'était mon ami. Abdallah, le petit adulte, retient ses pleurs. Alors pour lui, je ravale mes larmes et ma colère. Je repars le cœur lourd vers Ramsa. On me dit que dans ce village jordanien, beaucoup de réfugiés venus de Dera se sont regroupés. À l'entrée du village, ce qui était un grand terrain vague est aujourd'hui un cimetière.
On y enterre les rebelles tombés à Dera, ceux à qui Bachar refuse en Syrie le repos éternel. Aziz, 15 ans, vient régulièrement se recueillir sur la tombe de ses amis, couverte de terre étrangère. Ici repose un des enfants de la liberté. Il est mort dans les geôles du régime. Nous avons été détenus ensemble. On nous avait jetés en prison le 23 février 2011. On nous avait accusés d'être les auteurs des tags sur les murs de l'école. Quand son propre père est assassiné, Aziz s'enfuit avec la famille de son oncle. Au milieu des deuils, on tente de reconstruire une famille. Pour assurer le loyer, ils sont 5 familles à se partager le même appartement. Pas de travail pour les hommes, pas d'école pour les enfants. Ici, on manque de tout, mais je suis accueillie avec chaleur et tradition. Le café sucré. À la suite du printemps arabe, ils ont suivi à la télévision la révolution tunisienne, la révolution égyptienne, et tout ce qu'ils ont écrit, c'est abat Bachar el-Assad. Le peuple veut la chute du régime. Ils ont écrit liberté. C'étaient des mots d'enfants innocents qui exprimaient leur soif de liberté. La réponse du régime a été terrible. Personne ne comprend cette violence. Tous me répètent, Bachar el-Assad aurait pu agir autrement. Il aurait pu s'excuser d'avoir emprisonné des enfants, proposer des réformes, organiser des élections. Mais le président, le père, comme il le faisait clamer aux écoliers, a répondu par la barbarie. Ces images relayées dans toute la Syrie attisent le désir de vengeance des insurgés. Ils sont arrivés à l'école, ils m'ont arrêté. Ils me frappaient en me traînant vers la sortie. Ils m'ont fait entrer dans leur voiture à coups de crosse dans le dos. C'était très douloureux. À force d'être torturé, j'ai fini par balancer le nom de mes amis. Certains n'avaient rien à voir avec les faits. La torture, c'est terrible. Je jure devant Dieu, je préfère mourir plutôt que de retourner en prison. Oui, je le jure, je préfère mourir. Ils les ont arrêtés et ils les ont torturés. Ils leur ont arraché les ongles. Ils ont même été plus loin. Je veux dire, ils ont fait avec eux des choses terribles, sexuelles, indécentes. Pourquoi? Parce qu'ils ont écrit liberté. Mais chaque être humain a droit à la liberté. Les oiseaux ont droit à la liberté. En Syrie, les hommes n'ont pas le droit à la liberté. On torture avec cruauté un enfant de 12 ans parce qu'il a osé demander la liberté. Décharges électriques, coups, la torture banalisée infligée aux enfants. Ces images sont récupérées sur le téléphone portable d'un agent de Bachar fait prisonnier par l'ASL. La guerre se fait aussi par l'image. Le jour où j'ai été libéré, je n'en croyais pas mes yeux. Les gens ont défilé en criant « Liberté !» Ils m'ont porté sur leurs épaules sur la place de la mosquée Omari. J'étais si heureux quand j'ai aperçu mon père. Vous vous rendez compte, je suis passé directement de la prison aux manifestations. J'étais si fier. Je marchais la tête haute. J'étais un des enfants de la liberté, l'étincelle de la révolution. Avant d'être assassiné, mon père me répétait comme il était fier de moi. Il me disait « Tu resteras ma fierté pour toujours ». Les statues du pouvoir s'écroulent au milieu des champs de liberté. Aziz est libéré de prison, un héros. Il est baptisé par la foule, enfant de la liberté. Beaucoup avaient refusé de témoigner. Aziz m'avait lui simplement demandé de cacher son visage. Son écharpe est tombée comme le mur de la peur. Tu peux dire mon nom. Il a déjà circulé aux infos. Et je n'ai plus peur.
Je ne crains que Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, et Mohammed est son prophète. Je ne suis pas comme ceux qui disent qu'il n'y a de Dieu que Bachar el-Assad. Moi, Bachar ne me fait pas peur. De toute ma vie, je n'aurai plus peur de lui. Aziz me présente Bachir, son meilleur ami. Aujourd'hui, ils partagent ensemble l'exil. Hier, c'était la prison. Bachir était absent lors de la rafle policière à l'école. Sous la torture, Aziz a dénoncé son ami. Bachir se cache, les agents de la sécurité menacent ses parents, alors Bachir se livre. Je me suis constitué prisonnier pour que mes amis soient libérés. La police m'avait dit, si tu ne te livres pas, tes copains resteront prisonniers à jamais. Et puis à mon tour, je me suis retrouvé en prison. Et je n'avais plus aucun espoir d'en sortir. J'ai regretté de m'être livré à la sécurité. On nous répétait, n'imaginez pas un instant que vous allez revoir la lumière du jour. Vous ne reverrez jamais le soleil. Vous allez crever dans ces caves. Vous avez écrit des slogans contre le président Bachar al-Assad. Vous allez le payer. Ce sera une punition terrible, pour que ce soit un exemple pour tous. Nous, les enfants, nous ne souhaitions pas être la cause de toute cette destruction, de tous ces morts. La Syrie est désormais à terre. Vous savez, nous étions 24 jeunes détenus. Et aujourd'hui, quand je vois ce qui est arrivé à mon pays, je me dis qu'on aurait dû y rester. J'aurais préféré qu'on nous condamne tous à mort plutôt que de voir la Syrie souffrir comme elle souffre. À quelques kilomètres de l'autre côté de la frontière, la ville de Deraa s'efface lentement sous les bombes. Ce qui devait être un autre printemps arabe se transforme en un terrible hiver de feu et de sang. Les civils sont les plus touchés et sont délibérément visés. Cela s'appelle la stratégie de la terreur. Sur le terrain, on ne peut pas soigner les blessés. Il leur faut à eux aussi passer la frontière et pour certains, venir mourir en Jordanie. Aziz et Bachir assistent à la cérémonie car dans cette guerre, c'est toujours un frère, un cousin ou un ami de Deraa que l'on perd. Sur les stèles improvisées, on tague les noms. Triste écho au premier graffiti des enfants de la liberté. Chaque jour, les combats de Deraa jettent les habitants sur les routes. On ne peut pas emporter grand-chose de sa maison, alors on porte les enfants comme dernier trésor. Là aussi, pour la mémoire et pour dénoncer, on filme la détresse avec son portable. Ils doivent marcher pendant près de 18 heures. Alors peu à peu, le long du chemin, ils se débarrassent des paquets trop lourds. La fatigue les pousse à jeter un sac après l'autre et ils arrivent uniquement avec leurs vêtements. Ferial, employée jordanienne d'une ONG, m'emmène au fond d'une ruelle sordide, rencontrer ce qui était de riches paysans. Leur champ d'oliviers s'étendait au-dessus de Deraa. Ils ont tout perdu, sauf leur honneur, disent-ils. Nous avons fui pour que l'honneur de nos filles reste sauf. Nous avions peur pour elles, pour leur dignité. Vous savez, l'honneur des filles, c'est très important pour nous. Sinon, nous n'aurions jamais quitté notre pays, notre maison.
On a abandonné nos biens, nos richesses. On a fui avec juste les vêtements que l'on portait. Tout ça après 40 ans de dictature. On disait à nos enfants, notre père c'est Bachar al-Assad. Et avant, sous le règne de son père, on leur disait, votre père c'est Hafez al-Assad. Il faut l'appeler papa. Et puis quand il y a eu Bachar, on leur a dit, lui aussi, vous devez l'appeler papa. Papa Bachar. On était terrorisés. Il nous faisait peur. Mais vous avez menti à vos enfants. On a menti parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. On ne pouvait pas dire la vérité. Celui qui relevait la tête était égorgé. On n'avait pas le choix. C'était un régime d'oppresseurs qui faisait ce qu'il voulait de la population. On n'avait pas le droit d'ouvrir la bouche. Vous croyez que j'aurais pu dire à mon fils, voilà, ce sont des oppresseurs? Ils m'auraient enlevé et condamné à mort, et ils auraient égorgé ma famille. À quelques kilomètres de la frontière, je décide de tenter ma chance et de prendre la route de Deraa. Je veux trouver l'école 40 pour retrouver l'ombre, le souvenir de ces enfants qui ont bravé la dictature de Bachar. Déjà, j'aperçois par le pare-brise les premiers faubourgs de Deraa, la ville si proche et pourtant si loin. Sur un chemin de terre à quelques mètres de la Syrie, nous sommes arrêtés par une patrouille jordanienne. Pas question de nous laisser passer pour Deraa. La règle est simple, pas de problème avec Bachar. Le seul rôle que le royaume revendique dans la crise syrienne, c'est un rôle humanitaire. Les points de passage officiels sont toujours sous le contrôle des troupes de Bachar. Alors les militaires jordaniens ont réparti sur la frontière une dizaine de postes clandestins pour sécuriser l'arrivée des réfugiés. Ils étaient quelques centaines, ils sont aujourd'hui 2 à 3 000 à franchir chaque jour la frontière. Ce soir, la presse est invitée par les militaires jordaniens. Je n'y vois qu'une opération de communication. Pourquoi y a-t-il des checkpoints officiels et d'autres non officiels pour rentrer en Jordanie? Je gère personnellement les points de passage non officiels de la frontière jordanienne. Près de 334 000 réfugiés les ont déjà empruntés, sans compter les 4 000 blessés. Tous ces passages ont eu lieu à travers des points d'entrée tout à fait illégaux. C'est la 3e année de guerre et plus d'1,5 million de Syriens ont fui leur pays pour la Turquie, l'Irak et le Liban voisin. 500 000 venus de Deraa et sa région ont choisi la Jordanie, qui est largement dédommagée par la communauté internationale pour les accueillir. J'embarque dans un des bus qui, de jour comme de nuit, prennent la direction du camp de Zaatari. La fin du voyage pour les habitants de Deraa. Devant moi, des familles séparées par les combats se retrouvent. Bonheur, larmes, tristesse, tout se mêle. Construit en juillet 2012, le camp a vu sa population multipliée par 10 en une année. Près de 120 000 personnes s'entassent dans ce rectangle de tentes alignées derrière les grilles. Autant dire que c'est la ville de Deraa et sa province qui se retrouvent dans ce camp planté dans le désert. Ils voulaient la liberté. Je les vois maintenant enfermés dans une immense prison à ciel ouvert. On a une population qui est traumatisée par ce qu'ils ont vécu. On a des familles déchirées. On a des gens qui arrivent dans une détresse
quand même très fortes, qui ont voyagé souvent pendant 1 semaine, 10 jours, qui étaient sous les bombardements, qui ont été dans des situations très difficiles, qui ont perdu une partie de leur famille, des familles séparées. Il y a des grands-mères qui arrivent là avec leurs petits-enfants, mais tout le reste est mort. J'assiste aux premières formalités, la distribution de tapis, d'une tente et des tickets de rationnement aux arrivants. Le kit de survie des nouveaux citoyens de Zaatari. Nous n'avons aucune réponse. On n'a aucune réponse politique, militaire ou autre à leur donner. Donc ça nous tombe à nous, les humanitaires, de trouver des réponses. Et c'est très difficile. J'en ai pas. Je ne peux pas leur donner, je peux pas leur dire oui, dans 6 mois ça sera fini ou il y a telle action qui va être donnée. Donc pour moi c'est très compliqué. On n'a aucune vision à leur donner. On n'a aucune perspective au niveau temps à leur donner. C'est, ok, peut-être c'est 3 mois, 3 ans, 30 ans. On ne peut pas. Je l'ai compris. Chaque tente cache son drame. Dans celle-ci, on pleure la mort récente de Tarek, le fils aîné de la famille Fallujah. Il combattait à Dera dans les rangs de la SL, l'armée libre. Dès le premier jour où on leur a donné des armes, il a rejoint les jeunes combattants de l'armée syrienne libre. Il ouvrait le passage aux gens qui se rendaient en Jordanie. Il protégeait les familles qui fuyaient les bombardements et puis il retournait en ville pour participer au djihad. Il y a 3 mois, quand les combats pour la libération de Dera ont commencé, il m'a confié qu'il souhaitait donner sa vie pour sa ville. Il m'a dit « Je veux voir Dera libéré et mourir ». Il se voyait déjà au paradis, il savait qu'il mourrait bientôt, il le répétait toujours. Et 2 jours avant sa mort, il a offert cette photo à sa cousine. Il lui a dit « Je vais bientôt mourir, garde cette photo en souvenir de moi ». 3 photos, tout ce qui lui reste de son fils. On ne pleure plus les morts, mais on s'inquiète des vivants. Le fils cadet a pris la place de son frère au combat de Dera, alors quand les lignes ne sont pas brouillées, on se parle. Bonjour mon fils. Comment vas-tu? Quelles sont les dernières nouvelles? Ça va, c'est-à-dire? Raconte-moi. Il y a des bombardements violents ou ça? Hier, la situation était mauvaise. Hein? Il y a eu des raids aériens sur votre campement? Comment? Ils ont abattu le minaret de la mosquée Omari? C'est de cette mosquée que sont parties les premières manifestations contre le régime. Les tanks de Bachar viennent de briser le symbole du printemps de Dera. Dès le lendemain, nous avons la preuve par l'image, toujours par téléphone, de la destruction du minaret. Repas de fête aujourd'hui chez les Fallujah, nous sommes invités. J'ai apporté ce matin 3 poulets. Une offrande ridicule, mais depuis 3 semaines, je sais que la famille n'avait pas eu de viande. Je retrouve Amina dans la cuisine communautaire. Les odeurs de cuisine se mêlent à celles des latrines voisines. Le parfum de la misère et de la promiscuité. Ici, c'est la mort lente. Parfois, on se dit que les bombes de Bachar sont préférables à cette vie. Ici, tout n'est que fatigue et détresse. Dans mes mémoires, il y a tous les souvenirs de la maison, des enfants, de mon foyer. Et puis surtout, les images de mon fils, le martyr. C'est surtout à lui que je pense.
Mais vous devez me croire, même si j'ai le cœur brisé, je me dis que Dieu sait ce qu'il fait. C'est lui qui m'a donné mes enfants. Il a le droit de les reprendre quand il veut. On ne peut pas jouir de la liberté sans en payer le prix. Et le prix de la liberté est terrible. Je m'attendais à toute cette destruction, à tous ces morts. Dès le premier jour de la guerre, je savais que ça allait être terrible. Qu'il allait y avoir des massacres et que ça deviendrait une guerre confessionnelle. Je le savais. Ils ont tout quitté, alors dans le camp, c'est un semblant de ville qu'ils reconstruisent. En route, pour ce qu'ils appellent eux-mêmes avec dérision les Champs-Élysées. Deux kilomètres de baraques et des shops en tout genre. Cigarettes, épiceries, banques, boulangeries, tout peut s'acheter ici et tout se vendre. Les marchandises, mais aussi des femmes, me dit-on. Des groupes mafieux ont pris le contrôle de ce camp de misère. Ils exploitent pour leur trafic des enfants prêts à tout pour échapper à l'ennui. 60 000 enfants dans ce camp, c'est à gérer. Pas assez d'écoles, pas encore. Il n'y a que 2 écoles qui fonctionnent vraiment. Ils sont dans une situation, disons, très précaire parce qu'ils sont vulnérables à vraiment... Ils font des choses qu'on ne fait pas comme enfants. Ils doivent travailler, ils sont là à vendre des choses. Hier soir, je parle à un enfant. Quand on met une autre clôture pour essayer de contrôler l'entrée principale du camp, parce que c'est une route de trafiquants, en fait, qui sortent des marchandises du camp, aussi de l'aide qu'on donne, ou qui passent vers les villages autour. Et il me dit, ben, qu'est-ce que vous voulez? Vous allez nous enfermer. Ben, déjà, ta clôture, moi, je vais la casser demain. Je ressens comme un immense sentiment de gâchis. Ces enfants qui criaient liberté, transformés aujourd'hui en passeurs au service de trafiquants. En dehors des grilles, des Jordaniens rachètent à bas prix les produits distribués par les humanitaires. Alors là, on voit des gens qui sont en train d'amener des matelas vers là-bas. Ça, c'était la zone de tous les trafiquants il n'y a pas très longtemps. Et on est en train de couper ça avec cette clôture qui coupe tout ce chemin-là des gens qui amènent des choses en dehors du camp. La clôture autour du camp est une zone sensible. Alors ni les enfants ni les gendarmes, qui savent pourtant fermer l'œil, n'apprécient notre présence. La tension est telle dans le camp que chaque incident peut déclencher une émeute. Régulièrement, des bandes de gamins font face aux forces de l'ordre. Cailloux contre lacrymos et matraques, les blessés sont fréquents. Je pensais retrouver à Zaatari les enfants de la liberté de Deraa. Je me trouve immergé dans un camp d'amertume et de désespoir. Sous la protection de la Légion étrangère, un hôpital de campagne français. Aujourd'hui, à la maternité, 3 femmes viennent d'accoucher à quelques minutes d'intervalle. Mais la violence des souvenirs est toujours là. C'est la première fois que ces femmes accouchent à l'extérieur de leur pays. Ce n'est pas comme accoucher chez soi, dans son propre pays. Ici, ce n'est pas le même sentiment. Chez toi, tu es entouré. Ici, il n'y a personne. Ni sœur, ni mère. Ici, rien. On passe une vie à bâtir sa maison, pierre après pierre. On s'épuise à construire un foyer. Et puis, en un instant, en un clin d'œil,
Tu perds tout. Autour de toi, il n'y a que des ruines. Nos enfants qui sont morts. Vous avez encore des enfants en Syrie? Oui, il me reste là-bas un fils et 2 filles. Que Dieu les protège. Ici, on accouche, on soigne les corps, mais on s'occupe aussi des âmes. Au service de psychiatrie, soulager les enfants de Dera qui ont connu le pire est la mission quotidienne. Timidement, comme avec prudence, les mères commencent à emmener leurs enfants traumatisés aux consultations. Depuis qu'ils sont arrivés sur le camp, il y avait beaucoup de changements dans ses comportements. Maintenant, il est devenu très agressif, énervé tout le temps. Et il est jaloux aussi. Les enfants grandissent très vite en Syrie. Les enfants sont plus mûrs que leur âge, à force d'avoir été témoins de violences. Et comment fais-tu pour la rassurer? Je lui dis que Dieu est grand, que tout va s'arranger. Je lui parle du pays, de la beauté de la Syrie et de ses paysages. Elle n'a rien oublié. Elle me demande toujours quand va-t-on rentrer chez nous. Je lui dis bientôt, ma chérie. Si Dieu le veut, on retrouvera notre pays, notre maison et les vignes qu'on a quittées. Je veux qu'elle se souvienne de tout. Je lui dis toujours que nous rentrerons bientôt à la maison. Pas de lecture ni d'arithmétique. Car avant d'apprendre aux enfants un futur, on les aide à oublier le passé. Des ateliers de résilience les invitent à dessiner leurs souvenirs, leurs craintes et tous les cauchemars qui les hantent. Si Dieu le veut, on va retourner au pays. Mais moi, je n'aime pas Bachar. Tu n'aimes pas Bachar? Non, je ne l'aime pas. Parce qu'il a tué mon petit frère. Il était tout petit. Ça s'est passé une nuit, on dormait. Il était 1 heure du matin, il y a eu des missiles. On était pris au piège. On ne pouvait pas sortir pour rejoindre la cave. Mon père nous a dit, quittez la maison, courez en regardant droit devant vous, et nous allons vous suivre. C'est ce qu'on a fait. On s'est mis à courir. Mais les obus sont tombés fort, l'un après l'autre. Derrière les grilles du camp, la révolution continue. Sous les couleurs du nouveau drapeau, on se regroupe pour encore crier liberté. 30 années déjà que je traverse les drames de la région. Et je ressens toujours la même émotion devant ces enfants, ces femmes, ces hommes, qui toujours réclament la liberté dont ils sont privés. Je retourne en Syrie où la guerre est maintenant totale. Le chaos syrien est en passe de se propager dans toute la région. Irak, Iran, Liban, Jordanie. Par le jeu des alliances, la guerre pourrait déborder de ses frontières comme un incendie affamé. Dans la ville d'Alep, il flotte comme un parfum de mort. Pour quelques litres d'eau, la balle d'un sniper peut vous faucher. Les enfants, encore eux, sont les premiers visés. La peur doit être totale. Cette avenue est sous le tir des snipers. Hier, 2 personnes ont été touchées. C'est une rue très passante. Elle est sous le feu des francs-tireurs 24 heures sur 24. Les gens sont terrorisés. Tout ça, c'est à cause de Bachar, ce criminel, ce traître qui a détruit son pays.
Pourquoi s'en prendre aux civils, aux gamins? Quels crimes ont commis ces enfants? Au milieu des immondices, les enfants se réinventent un terrain de jeu. Inconscience de l'enfance. Pourtant, la mort peut frapper à chaque instant. Elle peut tomber du ciel larguée par les MiG du régime. Le sinistre cadeau des amis russes du président syrien. Dans la banlieue, une bombe s'est écrasée en soirée sur un marché. 90 victimes sont retirées des décombres. Vous voyez une cache d'armes ici? Ou alors un stock de munitions? Si la communauté internationale ne réagit pas maintenant, quand va-t-elle réagir? Quand nous serons tous morts? Cette cordonnerie était notre gagne-pain, elle nous faisait vivre. Si Bachar ne tombe pas, nous allons l'abattre avec cette chaussure. Le vieil Ahmed refait son mur soufflé par l'explosion pour la 3e fois. Il sait qu'il est visé car il cache chez lui un trésor, une école souterraine. Nous donnons des cours aux enfants ici dans les abris. Mais c'est dangereux. Bachar a des yeux partout. Plus que les révolutionnaires, ses vraies cibles sont les écoles et les hôpitaux de fortune. Son aviation s'en occupe. Bombes à implosion, incendiaires, roquettes, tout est bon. Il a détruit nos hôpitaux et il veut faire pareil avec les écoles. Notre école a déjà été frappée une dizaine de fois grâce à l'aide de ces indicateurs. Ahmad m'invite à descendre dans les caves du bâtiment. Je suis ému par ce signe de confiance. Comme le régime a décidé de raser les écoles, c'est au fond des caves que les enfants se retrouvent pour apprendre. L'école, comme un acte de résistance ultime. J'ai été bouleversé par ce qui s'est passé à Dera. J'ai souhaité que la génération que je forme ressemble à celle des enfants de Dera. Je souhaite que les valeurs avec lesquelles ils grandissent soient celles de la liberté. Dès mon premier cours, je leur ai parlé du prix payé par les enfants de Dera pour que cette génération grandisse avec ses principes de liberté. J'enseigne gratuitement. Notre seul objectif, sensibiliser les enfants aux valeurs de liberté et de dignité. Au début des combats, les familles avaient peur d'envoyer leurs enfants à l'école. Mais le temps passant, les enfants se sont habitués aux bombes. Aujourd'hui, à la vue d'un avion, les enfants s'amusent à parier. Ils portent une bombe ou une roquette. Les enfants lisent à la bougie. Et ça, c'est terrible pour leurs yeux. Et il fait vraiment trop froid ici. Mais nous n'avons pas le choix. Les enfants doivent apprendre. L'école doit continuer d'exister. Mon enquête touche à sa fin. J'ai un dernier rendez-vous avec Ziad, un ancien colonel de l'armée de l'air qui a fait défection pour rejoindre l'armée libre. Je voulais lui parler de la guerre, lui me parle des enfants. Les enfants de la liberté, ce sont les enfants de la Syrie. Nous sommes des nains face à eux. Ce sont eux qui ont réveillé le peuple syrien, eux qui ont déclenché la révolution. Les enfants n'étaient pas retenus par la barrière de la peur. Ces enfants-là, les enfants de la liberté, c'est un immense concept qui fait désormais partie de l'histoire du peuple syrien.
Dans le taxi qui roule vers la frontière turque, je revois le visage de tous ces enfants. Leurs mots, leurs interrogations résonnent dans ma tête. Après 2 ans de guerre, quelle réponse notre monde a-t-il donné à des enfants qui avaient juste écrit « liberté » ? Où sont passés les étrangers? Où est passé le monde? Les Arabes sont impuissants. Mais où est passée l'Europe? Que font les démocraties? Que font les humanistes? Il n'y a que le business qui compte. Il n'y a que l'argent? Tout n'est que commerce? L'être humain ne vaut donc plus rien? Il vous faut encore des preuves? Il n'y en a pas eu assez? L'Union européenne, les Russes, on en a assez de vos mensonges. Que vous faut-il encore? On vous a donné toutes les preuves que vous demandiez. Quel prix nous faudra-t-il payer pour que vous interveniez? Que nous faudra-t-il encore faire comme sacrifice? Encore plus? Plus de destruction? Qu'attendez-vous de nous? Bachir, Hamza, Ahmad, Aziz, ils étaient 15 garçons, de 10 à 14 ans. Un soir, ils ont tagué les murs de leur école. On les a arrêtés, battus, torturés. 2 n'ont pas survécu. On les appelle aujourd'hui les enfants de la liberté.